Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La République centrafricaine a célébré le 13 août le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le président Faustin Archange Touadéra a sollicité le soutien financier des partenaires internationaux pour l'organisation des élections locales. L'opposant gabonais Alexandre Barraud-Chambrier figure parmi les 19 candidats en lice à l'élection présidentielle du 26 août prochain. Opposé à l'instauration du bulletin unique, il se présente sous la bannière du parti Rassemblement pour la Patrie et la Modernité. Son programme est à suivre dans cette édition. Et le Rwanda poursuit sa stratégie de promotion du pays par le sport. Le pays des 1000 collines a été pour la deuxième fois l'hôte de la compétition internationale de triathlon Ironman 70.3, une rencontre sportive de 113 km à laquelle près de 300 athlètes ont participé. Mais tout d'abord, au Niger, le régime militaire au pouvoir depuis le 26 juillet dernier, suite au renversement du président Mohamed Bazoum, a décidé ce 14 août de rappeler pour consultation l'ambassadeur du pays basé en Côte d'Ivoire. En cause, les propos tenus par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, accuse le chef de l'État ivoirien de faire l'apologie de l'action militaire annoncée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre le Niger. Les militaires reprochent et dénoncent l'empressement du président Alassane Ouattara de, je cite, voir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger. Fin de citation. La Côte d'Ivoire avait annoncé sa participation active en cas d'intervention militaire au Niger en fournissant un bataillon d'environ 1000 hommes. Notons que pour justifier cette option militaire controversée, la CEDEAO a assuré ces derniers jours qu'il ne s'agissait pas d'une guerre contre le Niger et son peuple, mais d'une opération de police contre le preneur d'otages et ses complices. Le 13 août était une journée de commémoration en Centrafrique puisque le pays a célébré le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le président Faustin Archange Touadéra, dont le projet de réforme constitutionnelle a été approuvé par référendum le 30 juillet dernier, a profité de cette occasion pour solliciter le soutien financier des partenaires internationaux, un soutien pour organiser les élections locales qui n'ont pas eu lieu depuis plus de 30 ans. Les explications de Samantha Saberou Sabou-Banga. La République centrafricaine a célébré ce 13 août 2023 son accession à l'indépendance. À cette occasion, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a sollicité le soutien des partenaires internationaux pour l'organisation des élections locales dans le pays. Il a souligné l'importance de ces élections pour renforcer la démocratie, la stabilité et la gouvernance locale en Centrafrique. Le président Touadéra a exprimé sa volonté de consolider les institutions démocratiques en organisant des élections locales libres, justes et transparentes. Il a souligné que ces élections permettront aux citoyens centrafricains de choisir leurs représentants locaux et de participer activement à la prise de décision au niveau communautaire. En dépit des défis qui se dressent devant nous, je dois vous assurer que l'ancrage démocratique engagé se poursuivra inéluctablement d'ici quelques mois par l'organisation des élections locales après plus de 30 années d'interruption, ceci afin de permettre la participation accrue des citoyens à la gestion de leur environnement de vie. Je lance donc un vibrant appel à nos partenaires de soutenir le gouvernement et l'autorité nationale des élections pour la finalisation de ce processus électoral si bien entamé. Le président Touadéra a appelé les partenaires nationaux et internationaux à soutenir financièrement et techniquement l'organisation de ces élections. Il a souligné que les ressources nécessaires sont essentielles pour garantir des élections crédibles et inclusives, en particulier dans les zones les plus reculées et les plus touchées par les crises sécuritaires. Plus que jamais, la Centrafrique a besoin d'organiser ses élections locales reportées à maintes reprises. Et pour cela, l'aide de la communauté internationale est nécessaire. Or, nous le savons, le président Touadéra aura peu de chances d'être entendu par cette communauté internationale puisque c'est l'Union européenne et les États-Unis qui sont promptes à financer et à organiser ces élections. Ils le font depuis plusieurs années sur l'ensemble du continent. Il faut donc dire aujourd'hui que ces deux
institutions considèrent la Centrafrique comme étant un allié de la Russie. Or, nous savons ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie, les États-Unis et l'Union européenne. Les élections locales étaient initialement prévues le 16 juillet. D'après l'autorité nationale des élections, la nouvelle date du scrutin sera présentée début septembre 2023. Les dernières élections locales ont eu lieu en Centrafrique en 1988. Les élections générales du 26 août approchent à grands pas au Gabon. Les 19 candidats en lice tentent de convaincre l'électorat par leur programme. Parmi eux figure l'opposant Alexandre Barrot-Chambrier, le candidat du parti Rassemblement pour la patrie et la modernité, prône la justice sociale et politique. Il est aussi très critique à l'encontre de l'adoption du bulletin de vote unique, validé sans réserve par la Cour constitutionnelle. Son programme est à découvrir avec Nathalie Mo. Économiste, c'est la justice qu'Alexandre Barrot-Chambrier promet à l'électorat gabonais à l'élection présidentielle du 26 août 2023. Le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, le RPM, membre de la coalition Alternance 2023 du Gabon, compte s'attaquer aux inégalités sociales et politiques dans le pays. La libération des prisonniers politiques en cas de victoire au scrutin apparaît parmi les points majeurs de son projet de société. Notre peuple a beaucoup souffert, continue à souffrir, et c'est l'une des motivations de notre engagement dans cette bataille. Et nous devons tout mettre en œuvre pour mettre un terme à ces souffrances. Membre du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, de 1988 à 2016, il s'opposait alors à la malgouvernance au sein de la formation politique et globalement dans le pays. Alexandre Barrot-Chambrier, fervent défenseur d'une opposition soudée au Gabon, a soutenu Jean Ping, le candidat unique de l'opposition à la présidentielle de 2016. Aujourd'hui, son idéologie n'a pris aucune ride. Siégeant à l'Assemblée nationale de son pays depuis 2006, il trouve néfaste l'adoption d'un bulletin de vote unique pour la présidentielle et les législatives. Nous désapprouvons cela. Nous voulons attirer l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur ce qui est en train de se passer. Et nous n'allons pas laisser faire. Ce n'est pas un combat individuel de Alexandre Barrot-Chambrier, de Paulette Missambo, ou de Ndong Sima, ou de Mike Joktan, ou de Bertrand Zibi. Vous voyez, nous sommes tous là réunis. Et c'est une image très forte. Au Gabon, Alexandre Barrot-Chambrier s'est illustré à plusieurs portefeuilles ministériels au sein du gouvernement. Ministre des Mines, du pétrole et des hydrocarbures de 2011 à 2012, il a contribué à la modernisation du code minier et pétrolier gabonais, ainsi qu'à l'amélioration des contrats de partage de production. Également dans l'actualité, en Éthiopie, les députés ont approuvé le 4 août l'instauration de l'état d'urgence de 6 mois dans la région d'Amara en réponse à l'escalade de violence qui menace la sécurité des résidents de cette région. Depuis le début du mois d'août, des affrontements entre des membres de l'armée éthiopienne et la milice locale, Fano, ont fait plusieurs morts civiles. Ce 14 août encore, un agent hospitalier a annoncé le décès d'au moins 26 personnes dans la région d'Amara suite à une frappe aérienne. L'instauration de l'état d'urgence a donc pour objectif de maîtriser la situation. Le président ivoirien Alassane Ouattara a procédé à l'inauguration le 12 août d'un pont reliant les communes du Plateau et de Cocody dans la capitale économique Abidjan. La particularité est que ce pont porte son nom. Cette nouvelle infrastructure d'un coût global de 113 milliards de francs CFA doit permettre de faciliter le trafic. Les précisions d'Esther Conan. La Côte d'Ivoire se dote d'une nouvelle infrastructure de transport, le 5e pont d'Abidjan baptisé Alassane Ouattara. Premier pont à Auban, l'ouvrage qui couvre une distance de 1,6 km, dont 630 mètres de pont, relie la commune de Cocody à celle du Plateau. Le président Alassane Ouattara a procédé à l'inauguration de cet édifice le 12 août. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est exceptionnel. En effet, il s'agit de l'inauguration d'une œuvre architecturale d'une rare beauté qui relie désormais la commune
du plateau à celle de Cocody. Souvenez-vous, à l'occasion de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, mon aîné avait dit cet ouvrage, ce pont vaut un autre mandat. Donc moi je dirais ce pont vaut plusieurs autres mandats. Ce pont a généré 3000 emplois avec un coût global de l'ouvrage se chiffrant à 113 milliards de francs CFA. Cet ouvrage devrait décongestionner le trafic routier de la ville et sera emprunté quotidiennement par 30 000 à 50 000 véhicules. Le gouverneur du district d'Abidjan a salué au nom des populations la portée sociale de l'ouvrage. Heureux sommes-nous que ce ouvrage soit achevé. Ce faisant, non seulement le temps de parcours est amélioré de plus de 80%, mais émerge une dynamique esthétique dans laquelle vous inscrivez l'évolution du pays dans un cadre où les gains économiques s'affichent des plus positifs. Le gouvernement ivoirien prévoit de renforcer les infrastructures avec l'ouverture prochaine de plusieurs autres voies routières et ponts afin de faciliter le trafic, souvent dense dans la capitale économique ivoirienne. Budgétiser l'accompagnement de la presse dès 2024, c'est la requête d'une organisation de journalistes à l'État en République du Congo. Les professionnels du secteur espèrent l'instauration d'une subvention en vue d'acquérir plus de liberté et d'indépendance dans la pratique quotidienne de leur métier d'information. Grâce à l'obtention de cette aide, actuellement, seule la presse publique bénéficie d'une subvention. Reportage de notre correspondant, Deva Panzou. Au Congo, plusieurs chaînes de télévision ont fermé ces dernières années pour raisons économiques, à l'instar de Top TV en 2019 ou encore MNTV, CB+, et DVS+. Le marché publicitaire réduit est souvent présenté comme l'un des facteurs ne favorisant pas l'éclosion d'une presse libre et professionnelle. Face à cette situation, Journalisme et Éthique Congo, une organisation de protection des droits des journalistes, souhaite que le gouvernement inscrive dans le budget de l'État à partir de 2024 une aide financière destinée à la presse congolaise, publique et privée. Les pouvoirs publics doivent donc annuellement allouer une aide à la presse. Il s'agit d'une inscription budgétaire, Monsieur le Premier ministre, distincte, qui permettra de donner de l'argent aux médias pour leurs besoins. Notre organisation, GEC, recommande à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de s'y impliquer personnellement pour que de 2024, l'aide à la presse soit budgétisée. Les entreprises de presse sont fondées sur un modèle économique fragile. Les recettes publicitaires n'apportent pas suffisamment d'entrées financières. Pour le gouvernement congolais, qui dénonce le mauvais management des entreprises de presse, un accompagnement futur de la presse exclut. Oui, vous avez des difficultés, mais celle-là est une question de management d'abord. Il convient probablement, Monsieur le Premier ministre, que le gouvernement, à travers le ministère de la Communication et dans ses différentes branches, accompagne, aide cette presse à trouver la voie qui conduira à mettre de plus en plus de numérique dans sa production. Depuis 2002, le gouvernement a institué une redevance audiovisuelle à travers les factures d'électricité à hauteur d'environ 500 francs CFA par ménage. Destinée uniquement à soutenir les médias publics, celle-ci s'élève à 150 millions de francs CFA pour l'exercice de l'année 2023. Dans le reste de l'actualité, la Mauritanie lutte difficilement contre l'avancée du désert. Le projet de la Grande Muraille Verte lancé en 2007 par l'Union africaine peine à se concrétiser. Ce projet prévoit de planter des végétaux en masse dans 11 pays du Sahel, du Sénégal à Djibouti. Mais 15 ans après le lancement, seulement 5% du projet de restaurer 100 millions d'hectares d'ici 2030 ont été réalisés. C'est donc pour faire bouger les lignes qu'une ferme communautaire de Taguilalé en Mauritanie a décidé
de relancer le projet en intéressant de nouveaux investisseurs et en sensibilisant la population sur l'activité de reboisement. Rappelons qu'en Mauritanie, 80% du territoire est touché par la désertification. Le Rwanda a accueilli le 5 août la compétition internationale de triathlon Ironman 70.3 pour la deuxième fois. Il s'agit d'une rencontre sportive de 113 km qui allie cyclisme, course à pied et natation. Cet événement sportif a été une nouvelle opportunité pour dynamiser le secteur touristique du pays. Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. Cette ambiance, les habitants de Rubavu commencent à s'y habituer. Pour la deuxième fois, le tournoi international Ironman 70.3 se déroule sur les rives du lac Kivu, à l'ouest du Rwanda. Cette année, des athlètes sont venus de 29 pays pour participer à l'un des tournois de triathlon les plus difficiles au monde. Le Rwanda est le premier pays d'Afrique de l'Est à accueillir cette compétition et le troisième sur le continent après le Maroc et l'Afrique du Sud. Ce que ça représente d'ailleurs, d'abord c'est pour démontrer d'abord que le Rwanda est une destination, c'est une des meilleures destinations du monde et qui est vraiment diversifiée en termes de l'offre touristique que nous avons. Nous n'avons pas que les parcs nationaux, que les animaux et le tourisme qui est basé sur les parcs nationaux, la culture, mais nous consolidons aussi notre position d'organiser des événements sportifs d'un standard mondial. Cette compétition, le Rwanda l'organise également loin de la capitale pour promouvoir d'autres régions et soutenir l'économie locale. C'est aussi une occasion d'inciter les acteurs du secteur privé local à investir dans les infrastructures qui manquent. C'est une très belle occasion pour les investisseurs locaux de regarder, d'avoir des inspirations, des solutions à apporter sur le marché. Par exemple, toutes les chambres d'hôtel sont complètement réservées et nous savons qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir car il n'y avait pas de place dans les hôtels. Et je suis sûr que nos amis investisseurs ont compris que c'est une opportunité d'affaires. L'édition 2023 du tournoi a attiré 290 athlètes au total, dont plus de 77% d'hommes et 23% de femmes. À côté du développement du sport pour les athlètes locaux, cette compétition sert également à promouvoir le Rwanda en tant que destination touristique. Pour rappel, le tourisme est le premier contributeur au produit intérieur brut du pays. En 2019, l'industrie touristique a contribué de 15,1% au PIB du Rwanda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.